Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 16h52. Je ne vous prends que maintenant parce que j'ai travaillé un petit peu ce matin. Vous savez, normalement ma semaine c'est du mardi au samedi. Étant donné que je suis en télétravail demain, j'ai décidé que plutôt que de faire une grosse journée de 9h, j'allais faire 4h30 aujourd'hui et 4h30 demain. Donc c'est pour ça que je vous reprends que maintenant. J'ai bossé pas mal ce matin et un petit peu aussi cet après-midi. Donc voilà, comme ça je serai tranquille pour la fin de la journée demain avant mercredi qui sera un jour férié. C'est plutôt cool. Alors, je vous ai quitté hier en vous montrant la catastrophe livresque qui était mon exemplaire du tome 1 de Kayla Marshall, que j'ai recommandé, donc normalement je devrais le recevoir cette semaine, j'espère que ça va aller vite. Et j'étais partie pour le nettoyer à fond avec de l'alcool et essayer de le lire en l'état. Je me suis rendu compte que ça allait être compliqué et j'ai pas spécialement envie de choper je ne sais quelle bactérie mystérieuse, donc je vais attendre d'avoir reçu mon nouvel exemplaire du premier tome de Kayla Marshall pour relire ce volume 1 avant d'entamer le tome 2 qui est juste derrière moi et que je suis censée lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, sachant que ma relecture du tome 1 compte pour valider la catégorie puisque j'utilise Kayla Marshall pour le mot-clé métamorphose. Donc ça marche, même si que ce soit le tome 1 ou le tome 2, peu importe. Mais je vais quand même relire le tome 1 et essayer d'enchaîner avec le tome 2. Et si possible, je mettrai le tome 3 dans ma palle du mois de décembre, comme ça j'aurai terminé la série. Du coup, à la place, hier, j'ai commencé Ceux des larmes de Camille Brissot aux éditions Syros. C'est le dernier titre de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui me permet de valider la 4e catégorie du menu 3. L'automne des enchanteresses. Et la dernière catégorie, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Et les mots-clés sont nature writing, écologie, nature post-apocalyptique. C'est un roman ado post-apocalyptique avec des zombies. On a des personnages qu'on appelle les limbes qui sont en fait infectés par un champignon qui les rend comme ça, mais qui avant étaient des êtres vivants et qui concrètement sont des zombies. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot vraiment pour les qualifier, c'est un genre de zombie. Vous savez à quel point j'adore les zombies. Mais c'est pas grave, et en plus ça se déroule totalement dans la forêt, enfin pas totalement, la première partie se déroule à l'intérieur des fortifications qu'ont érigées les survivants de la première épidémie, on va dire, sur une montagne, mais la deuxième partie du récit se situe dans la forêt qui est peuplée de limbes et c'est une histoire de survie. On va suivre un groupe d'ados qui sort des protections dans lesquelles ils ont vécu toute leur vie, parce que c'est un rituel en fait. À leur 15e anniversaire, ils sont envoyés à l'extérieur pour montrer qu'ils sont capables de survivre. Et voilà, en gros, ils sont déjà pas nombreux, mais en plus ils les envoient à l'extérieur pour peut-être ne jamais les revoir. Bref, en gros c'est ça l'histoire. On a eu une pandémie il y a plusieurs années de ça, une dizaine d'années je dirais, même encore plus. Et oui, il y a beaucoup plus longtemps que ça. Il y a 10 ans, c'est le personnage principal qui a survécu à une grosse vague. Ses parents sont décédés et lui, du coup, a été recueilli par un des dirigeants de tout cet organisme dans lequel ils vivent, là, dans la cité. Et il est du coup monté au niveau des sphères parce que ses parents faisaient partie des catégories les plus basses. Et là, maintenant, il a été élevé par quelqu'un qui était très, très haut placé. Mais il a décidé de quitter les hautes sphères pour redescendre parce qu'il s'est jamais senti à sa place. En fait, les enfants qui venaient des milieux aisés lui faisaient bien comprendre depuis le départ qu'il n'avait rien à faire ici, et plutôt que de continuer à être martyrisé et de continuer à ne pas se sentir à sa place, il a décidé de quitter l'enceinte sécurisée dans laquelle il vivait pour redescendre de plusieurs cercles, puisque c'est organisé en cercle la montagne, afin d'être un peu plus tranquille, quoi. Donc, il est toujours sécurisé, hein, il est toujours dans les fortifications, mais il est plus au niveau des hautes sphères, il a plus vraiment de privilèges, on va dire. Et étant donné qu'il a survécu à cette grosse vague il y a une dizaine d'années, lui, il est exempt de sortie. Ça s'appelle comme ça, la sortie. Le fait qu'ils aillent à l'extérieur de l'enceinte pour essayer d'atteindre une cité en ruine et ramener quelque chose de cette ancienne cité qui peut leur permettre d'améliorer leur quotidien. Donc lui, il en est exempt. Le problème, c'est que sa petite amie, elle, va sortir. Elle va faire sa sortie. Et pour lui, il est hors de question, il est inconcevable de la laisser partir seule.
d'autant plus qu'elle est handicapée, elle a une malformation qui vraisemblablement, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, mais il y a depuis une génération, au moins une génération, les enfants naissent avec des malformations. Peut-être que c'est dû à l'alimentation des gens de la cité qui se nourrissent de mush. Donc en fait c'est un genre de purée de champignons compact qui est créé à la cité. Et c'est peut-être ça qui fait que certains enfants naissent avec des malformations. Et donc sa petite amie, elle a une malformation au niveau du pied, je crois, qui fait qu'elle boitille légèrement. Alors c'est douloureux pour elle, c'est handicapant pour elle, bien entendu, mais elle veut pas être définie par ce handicap, ce qui est normal en fait. Et lui ne la définit pas comme ça, mais il est conscient qu'elle a ce handicap, et voilà. Il sait très bien qu'elle est plus débrouillarde que lui, et qu'elle pourrait très bien s'en sortir sans lui, mais il y a un autre personnage qui entre en jeu qui s'appelle Rostre, je vous ai même pas dit comment s'appelait le personnage principal, il s'appelle Autolan, et en fait sa chérie s'appelle Naa. Et donc il y a ce fameux troisième personnage, Rostre, qui est un rustre. Ça m'a fait d'ailleurs très rire la comparaison entre son caractère, sa façon d'être et son prénom. Et lui, il martyrise depuis le début Otto, et en plus il est jaloux parce qu'il aimerait bien sortir avec Naa. Et comme c'est Otto qui sort avec Naa, bah, il n'accepte pas du tout. Et là, ils vont sortir tous les deux en fait. Leur sortie, c'est. Ils sont 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 6 à sortir, dont Naa et Rostre. Rostre, c'est ça. Je vais y arriver. Et du coup, bah, Otto, non seulement il n'a pas envie de passer. C'est à peu près 2 semaines la sortie, ça dure à peu près 2 semaines. Il n'a pas envie de passer 2 semaines sans Naa, mais en plus, le fait que Rostre l'accompagne dans sa sortie, enfin, fasse partie du groupe, il est un peu. Il se définit pas comme étant jaloux, mais d'un côté, on sent quand même qu'il y a une petite pointe de jalousie, il n'a pas envie qu'elle se retrouve seule avec lui en fait. Donc, il décide de partir clandestinement parce qu'il a demandé au conseil de lever son exemption, et en fait l'homme qui l'a élevé a posé son veto et a refusé de lever son exemption parce qu'il s'est senti trahi quand Otto a quitté les hautes sphères en fait. Voilà, en gros. J'espère que c'est clair. Donc là, ils sont en pleine forêt. Au moment où j'en suis, je vous ai même pas dit où j'en étais. Alors je l'ai commencé hier. J'ai mis quelques petits post-it et je suis déjà à plus de la moitié. J'ai lu 54%. Alors, en même temps, c'est écrit très très gros. Il y a beaucoup d'espace, il y a des grosses marges, donc ça va très très vite. Et les chapitres sont très 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 rapides. Il n'y a pas plus de 6 pages, on va dire 6-7 pages par chapitre. Donc ça va vraiment très très vite. Alors comme je vous l'ai dit, moi le post-apocalyptique et les zombies qui plus est, c'est pas mon truc, mais alors pas du tout. Pour l'instant, j'aime bien. J'apprécie, il n'y a pas le côté vraiment cracra dégueu des zombies là, donc ça me gêne pas plus que ça. On a quelques réflexions assez sympas, notamment un moment Otto qui se dit: depuis toujours on nous a dit que les limbes c'était mauvais, on se régale quand on les voit s'empaler sur les pics de protection au niveau des remparts de la forteresse, au niveau des pièges et tout ça. Ça nous fait rire, ça nous fait marrer, on s'entraîne au tir sur eux de loin. Effectivement, ils sont responsables de toute la misère dans laquelle ils vivent, et puis surtout de la mort de ses parents, principalement pour Otto, hein, et de plusieurs milliers de personnes. Mais au départ, ils n'ont rien demandé. Au départ, les limbes, c'était des gens qui ont juste été infectés par un champignon, et ils n'avaient rien demandé en fait. C'est pas des monstres, ils ont pas demandé à être comme ça. Donc voilà, on a un petit peu cette réflexion. On a aussi... on parle aussi du handicap du coup, puisque Naa elle-même est handicapée, et on a un autre personnage qui fait partie de leur expédition qui a un handicap aussi également au bras, je crois, à la main. Et voilà, et donc là on arrive à un moment, donc ils sont dans la forêt, ça y est, je suis arrivée à la partie où ils sont dans la forêt. Ça commence sur le mont Survie, donc c'est là où ils vivent, et on est dans la forêt à l'extérieur à partir d'un certain moment. Je sais plus de quand, mais en gros on a une deuxième partie qui s'appelle à l'extérieur, et donc on va suivre les aventures de nos 7 personnages du coup, puisqu'il y a les 6 qui sont le groupe qui est censé être parti, et Otto qui les suit clandestinement, puisque comme l'homme qui l'a recueilli a posé son veto, il n'a pas le droit de sortir normalement, mais aidé d'un de ses amis, il va quand même partir pour pouvoir les suivre discrètement. Au final... il va les suivre discrètement pendant un certain temps, puis finalement il va forcément se faire attraper, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc là ils sont tous les 7 maintenant, et on a un événement
dramatique qui vient à l'instant de se produire et je sens que ça va être très très dur. Très 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 dur. J'appréhende énormément le prochain chapitre que je vais lire là parce que ça va être compliqué. Voilà, donc écoutez, pour l'instant j'aime bien, en tout cas je prends beaucoup de plaisir à le lire, même si voilà, l'histoire est pas non plus hyper innovante. C'est une lecture sympa, bien plus sympa que La Guerre du Pavot. Je vais revenir avec ce bouquin pendant un certain temps. Il est très probable que je le compare très très régulièrement à d'autres ouvrages pour vous dire un peu le niveau de... Bref. Voilà, donc je suis contente. Le problème, c'est que, bah, comme je vous ai dit, je suis déjà à la moitié. Hein. Donc il y a des chances que je le termine aujourd'hui ou demain. Et mon exemplaire de Kayla Marshall n'arrivera pas avant jeudi, je pense, puisque l'envoi se fait sous 48 heures. Je l'ai commandé dimanche, donc soit il part aujourd'hui, soit il part demain. S'il part aujourd'hui, sauf que c'est en lettres vertes, donc je l'aurai pas avant jeudi, c'est sûr, parce que même s'il part aujourd'hui, il sera sur la route encore demain. Mercredi étant férié, il va pas bouger, il sera encore sur la route jeudi, donc je le recevrai vendredi, pardon. Donc normalement, je devrais pouvoir le recevoir cette semaine, sauf si les délais sont en plus retardés à cause du confinement. Donc je vais être obligée de me caler au moins une lecture entre les deux. Alors soit je me cale un roman relativement court, soit je me fais quelques lectures graphiques en attendant, ou bien je lis rien du tout. Mais ça m'étonnerait. Voilà, donc je vous retrouverai demain pour vous dire un petit peu où j'en suis dans ce délimbe. Comme dit, pour l'instant c'est vraiment sympa, les personnages sont chouettes. Je déteste profondément ce fameux rostre là, mais c'est le personnage qui est créé comme ça, il est antipathique, tu peux pas le kiffer ce personnage, c'est un vrai crétin. Il y en a d'autres aussi dans la bande, là il y a une paire de jumeaux qui sont absolument détestables. Et un autre personnage que j'aimais bien, mais c'est mal barré pour lui, hein. Là c'est un peu la mouise. Hein. Donc bon, on verra comment ça se passe. On a rencontré déjà plusieurs limbes, il y a déjà eu plusieurs scènes de combat. Pas forcément hyper ragoûtantes, mais pas non plus vraiment gore, quoi. C'est vraiment de la littérature ado, hein. C'est pas du young adulte, hein. C'est vraiment ado, hein. Genre 13-14 ans, voilà, facile, quoi. Donc c'est assez léger, pour l'instant, en tout cas. On va voir où me mène la suite de l'histoire. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il est 17h06. Je vais aller continuer à lire un petit peu, manger un petit morceau, un petit goûter parce que j'ai un peu faim. Et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. Il est 21h51 et nous sommes toujours lundi. Je vous reprends parce que je viens juste de terminer ce délimbe. Voilà, le gros blanc sur le titre là. Ce délimbe de Camille Brissot aux éditions Syros et je vais le passer dans le copile avec vous. J'ai adoré. C'était trop bien. Oh my god, c'était trop bien. J'avais lu il y a quelques temps La Maison des Reflets de la même autrice qui était un petit peu plus jeunesse, qui était aussi une dystopie que j'avais pas tellement aimé. Mais alors celui-là, et alors pourtant le sujet, voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, ça parle de zombies, vous savez que moi les zombies je déteste ça. Mais franchement, j'ai adoré ma lecture et cette fin. Ouh là là. Alors, je vous en ai pas parlé très longtemps quand je pense que La Guerre du Pavot m'a tenu toute une semaine et que j'ai pas arrêté de vous en parler jour après jour après jour dans le weekly reading vlog de la semaine dernière. Là, pour le coup, ce délimbe, vous l'aurez vu 2 fois. Voilà, c'est horrible parce que je préférerais que vous lisiez celui-ci plutôt que La Guerre du Pavot, mais bon. J'ai déjà rentré les autres informations que j'entre dans Copile, donc titre, auteur, format dans lequel je l'ai lu, date de lecture, donc hier et aujourd'hui, ça m'a pris 2 jours. Et on est parti avec la notation. Donc pour les personnages, j'ai adoré les personnages. Le personnage principal est vraiment sympa, donc c'est Autolan qui a 15 ans, qui a survécu il y a 10 ans à une invasion de ce qu'on appelle les limbes dans cette histoire, qui sont en fait donc des zombies, qui sont des êtres humains qui ont été infectés par un champignon et qui surgissent, voilà, qui se baladent en forêt et qui attaquent les humains dès qu'ils en ont l'occasion. Et donc Autolan fait partie d'une communauté qui a trouvé refuge sur une montagne et qui survit tant bien que mal. C'est un personnage qui est intéressant, il a rien de vraiment extraordinaire, mais je trouve qu'il a des réflexions qui sont vraiment très intéressantes. Je vais
je vois que je commence à m'attarder, il faut pas que je m'attarde ici, parce que sinon après j'aurai plus rien à vous dire dans l'update lecture, ou bien ce sera redondant. Donc je vais pas forcément m'attarder, je vais plutôt vous donner mon sentiment général. Voilà, j'ai adoré les personnages. Il y a un personnage qui est le bad guy de l'histoire, le méchant, et forcément c'est pas un zombie, parce qu'on sait très bien que dans les histoires de zombies, les pires, c'est pas les zombies, hein, c'est les êtres humains. Donc au niveau des personnages, je mettrais un 8. Parce que, voilà, il y a ce fameux personnage qui m'a gêné, mais parce que c'est un méchant, forcément tu peux pas t'attacher à lui, mais il est quand même bien écrit vu la façon dont il est censé être. Mais voilà, je vous dis, j'ai beaucoup aimé tous les personnages, mais c'est vrai qu'ils sont pas vraiment forcément hyper extraordinaires, quoi. Ensuite, au niveau de l'atmosphère, alors, c'est hyper angoissant. On est dans la forêt, à tout moment on s'attend à voir surgir des zombies de toutes parts. J'ai beaucoup aimé ces fameux moments là où ils sont tous dans la forêt à guetter, et même les moments où il y avait un peu plus d'action, où il y avait justement des zombies, où ils étaient en train de castagner du zombie, ben finalement ça m'a pas trop mal plu, donc 10 pour l'atmosphère. C'était vraiment chouette. L'écriture de l'autrice, 10. C'est un roman pour ados, c'est pas du young adult, c'est un roman pour ados. À partir de 13 ans, ça se lit très facilement. Il n'y a rien de vraiment gore, c'est un peu cracra parfois parce que malgré tout c'est des zombies, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient écrits avec une tendresse, une émotion. Ah, il y a certains moments qui m'ont foutu des frissons, particulièrement la fin. Mon Dieu, cette dernière phrase, oh là là, ce dernier paragraphe, cet épilogue, ça m'a retourné le cœur, c'était trop beau. L'histoire se tient, il n'y a rien de particulièrement innovant, c'est une histoire de zombies, on est sur de la dystopie avec des ados, c'est une histoire de survie. L'histoire est bonne, c'est ni médiocre ni vraiment excellent. Je pense qu'on va mettre un 7, voilà. C'est pas... Il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Je vais même mettre 8 quand même, parce qu'il y a certains passages qui m'ont, comme dit, vraiment ému. Et puis, malgré tout, ils ont des obstacles et il y a des rebondissements à certains moments auxquels on ne s'attend pas du tout. On fait un peu les montagnes russes dans cette histoire, surtout vers la fin, donc c'est vraiment cool. La fin, 10. J'ai adoré cette fin, vous l'avez compris, je crois. Hein. C'était... Oh là là, c'était fantastique. Et alors, au niveau du plaisir, 10. C'était fantastique. J'ai adoré et je m'attendais... Je suis d'autant plus ravie que je m'attendais pas à aimer une dystopie. J'aime pas les dystopies. Avec des zombies, je déteste les zombies. Donc, va falloir que j'arrête de dire ça parce qu'au bout d'un moment, vous allez croire que je mens. Mais je vous assure que c'est vrai. C'est les créatures fantastiques que je déteste le plus. Et voilà, la dystopie, pareil, c'est pas spécialement mon truc. Donc, je suis ravie. Je l'ai bouffé en 2 jours. D'accord, c'est écrit très gros. Ok, les marges sont gigantesques. Mais quand même. Et j'ai noté plein de petits passages que j'ai adoré. Donc, au total, on est sur 5 étoiles sur Goodreads, on est à 18,67 sur Livre Addict, donc c'est un gros 18, presque un 19, mais pas tout à fait. Donc c'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai adoré. Donc 18 sur Livre Addict, hop, et 5 étoiles sur Goodreads. Je rédigerai ma chronique demain, je pense. Je vais juste modifier ma date de début de lecture, 8 novembre, voilà. Et on est bon pour cette lecture. Du coup, je vous mets en grand. Waouh, voilà, je suis en plein écran. Du coup, forcément, j'ai toujours pas reçu Kayla Marshall. Hein. Je l'ai commandé hier, il peut pas être arrivé aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est logique. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, en attendant Kayla Marshall, j'allais faire des lectures courtes, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Et j'ai réfléchi, est-ce que je fais des BD, des albums, des mangas? Et au final, je me suis dit, non. Prenons de l'avance pour le PLIB 2021. Donc, j'ai récupéré ma liste de mes 25 sélectionnés. Je vous rappelle que la liste définitive des 25 sélectionnés, une fois que tous les votes auront été récoltés, sera divulguée le 21 novembre. En attendant, j'ai fait ma liste des 25 sélectionnés que j'ai postée sur Instagram dans une story qui, du coup, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, ne sera plus disponible. Mais si vous voulez voir ma liste,
Je vais pas vous mentionner tous les titres ici et je vous ferai pas une vidéo dédiée tout de suite. Je vous ferai une vidéo dédiée quand les 25 auront été dévoilés, les 25 définitifs je veux dire, et je vous ferai la comparaison entre ma liste et celle qui est la liste définitive. Mais si vous voulez voir ma liste en attendant, cliquez sur le lien vers mon profil Livre Addict. Dans l'onglet liste, vous avez Plib 2021, mes 25 sélectionnés. Du coup, je suis allée sur cette liste et je me suis dit, eh ben, on va commencer du roman le plus court au roman le plus long. Parce que j'avais pas forcément envie d'une lecture longue tout de suite, j'ai plus envie de petites lectures très rapides là en ce moment. Donc, j'ai fait le tri de ma liste du nombre de pages le plus bas au nombre de pages le plus haut et j'ai pris le premier dans cette liste que je possédais à la maison, soit en version numérique, soit en version papier. Et je vais donc lire Le tombeau de Pharaon, le premier tome de La boutique extraordinaire de Nicodème de Nathalie Sommers aux éditions Bayard Jeunesse. Donc je vais lire celui-là, je pense le commencer là parce qu'il est que 22 h et puis probablement le finir demain. C'est un roman jeunesse qui fait moins de 200 pages je crois, il fait 120 pages. Ça devrait aller vite, d'autant plus qu'il est, il me semble, ponctué d'illustrations. Non, pas du tout. Non. En fait, non. Il y a juste les en-têtes de chapitres qui sont illustrés avec différents dessins. Il n'y a pas d'illustration sinon à part ça. Les chapitres sont très courts, donc ça devrait aller vite. Je ne vais pas spécialement relire le résumé. Voilà, on est sur un récit qui va se dérouler dans l'Égypte ancienne, mais d'après mes souvenirs, on va avoir un neveu, je crois, leur grand-oncle, c'est ça. Donc, 2 enfants qui sont envoyés chez leur grand-oncle qui possède une boutique d'antiquités et vraisemblablement, en touchant une de ces antiquités, ils vont être projetés à l'époque des pharaons. Je n'en sais pas plus. En tout cas, ça avait l'air vachement sympa. Et ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman jeunesse. Le dernier, je crois que c'était Angelica Varinen. Je me souviens plus pour quelle occasion c'était. Mais voilà, ça faisait longtemps. Et puis là, j'avais envie. Regardez-moi comme il est beau en plus. Il est tout shiny là. Le titre est embossé en foil doré et l'illustration sur la couverture est en vernis sélectif. C'est vraiment chouette. L'arrière aussi, pareil. Embossé avec du foil doré, les petites étoiles, pareil. Il est vraiment chouette. Et c'est un tome 1, donc si j'accroche, je me procurerai peut-être la suite. Voilà, donc il fait partie des 137, je crois. 136, je ne sais plus, 130 et quelques présélectionnés pour le Plib. Et puis on va voir s'il me plaît, vu qu'il est dans ma liste des 25 sélectionnés. Du coup, cette fois-ci, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vais aller retourner dans mon lit, parce que j'étais en train de lire Ce des larmes dans mon lit, et c'était trop bien, je suis trop contente d'avoir fait une très bonne lecture après le désastre de la guerre du pavot. Bref, vous allez en entendre parler pendant longtemps, je vous préviens. Je vais aller lire ça et puis je vous retrouverai cette fois-ci demain. Je ne reprendrai pas le vlog une nouvelle fois ce soir pour vous dire ce que je pense de ce roman, du peu ou pas que j'aurai avancé. Et puis voilà. Allez, à demain. On est mardi, il est 9h59, bientôt 10h donc. Alors, je vais pas vous prendre très longtemps, je pense. J'ai pas mal de choses à faire, notamment pour le boulot. Ce serait bien que je m'y mette, hein, parce que j'avais mal calculé mon coût hier. C'est pas 9h, c'est 10 heures de boulot que je dois faire. Donc hier, j'ai bossé un peu plus que prévu, ça va. Mais du coup, il faut que je fasse un peu plus d'heures aujourd'hui. C'est pas grave. Alors, j'ai fini La boutique extraordinaire de Nicodème, le tome 1, Le tombeau de Pharaon de Nathalie Sommers aux éditions Bayard Jeunesse. Je l'ai lu hier soir. Voilà. Il fait 120 pages, c'est écrit gros, c'est aéré, voilà, il n'y a pas... C'est tout. C'est allé très vite. Enfin, très vite. Je me suis quand même couchée à 1h moins 20. Donc, dans cette histoire, on va rencontrer Mina et Axel, qui sont des jumeaux qui ont une dizaine d'années, je dirais, à peu près, et qui sont envoyés par leur père chez leur grand-oncle Nicodème parce que leur maman a disparu et leur père a besoin d'être un peu seul, isolé, pour pouvoir faire des recherches approfondies et pas avoir les enfants dans les pattes, en gros, pour essayer de retrouver sa femme. Donc ils se rendent chez le grand-oncle Nicodème qui a une boutique de répliques de jouets anciens et également un musée qui est un musée de jouets anciens du coup. Donc il reçoit des répliques des jouets qu'il a dans son musée pour les vendre dans sa boutique. Et le jour où ils arrivent, Axel et Mina découvrent donc ce fameux musée et Axel est attiré par une figurine de chat qui date de l'Égypte ancienne, et en fait il est tellement attiré qu'il aimerait bien y toucher, sauf que le grand-oncle leur interdit de toucher à quoi que ce soit, et le soir même, il sort de son lit en catimini pour aller retrouver la figurine. Et sa sœur, le voyant faire, le suit, et en attrapant la figurine, Axel et Mina se retrouvent projetés en Égypte,
Mais non seulement ils ont traversé l'espace, mais ils traversent aussi le temps puisqu'ils se retrouvent en Égypte ancienne et vont devoir aider un enfant égyptien à sauver la vie de son père pour pouvoir peut-être rentrer chez eux. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir un jour rentrer chez eux, mais ils se disent qu'en aidant ce petit garçon, qui est le propriétaire originel de la petite figurine, donc du petit jouet là en forme de chat, ils se disent que peut-être ça va leur permettre de rentrer chez eux. Donc comme je l'ai dit, c'est très court, ça fait 120 pages. On va suivre, j'espère, plusieurs autres aventures puisque c'est un tome 1, c'est écrit là. Voilà. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, les personnages sont gentils, c'est chou, c'est trop mignon, l'ambiance est vraiment sympa. Alors, ça prend pas son temps, c'est un roman pour la jeunesse, hein. À partir de 9 ans, vous pouvez foncer les yeux fermés. Il n'y a pas de drame absolument incommensurable, même si l'aspect... Le père de l'enfant égyptien qu'on a rencontré, il y a un côté très dramatique dans la situation dans laquelle on va se retrouver, mais voilà, c'est quand même bien expliqué, bien abordé. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai mis 10 à la fin parce que on apprend un peu plus sur cet univers et ça donne envie de découvrir la suite des aventures. J'ai mis 10 pour l'écriture de l'autrice. Voilà, c'était chouette. Au final, donc je ne vais pas forcément vous détailler les notes que j'ai mis pour tous mes critères, mais au final, c'est un 17 sur 20 et 4 étoiles sur Goodreads. Donc je suis vraiment contente de l'avoir lu. Il va rejoindre bientôt les cartons en espérant qu'il ne subisse pas le même sort que Kayla Marshall. Et du coup, j'ai regardé, alors je ne l'ai pas commencé, mais j'ai regardé dans ma sélection des 25 présélectionnés du PLIB que j'avais dans ma bibliothèque physique, parce qu'il y en avait un autre que j'ai dans ma bibliothèque numérique qui était un petit peu plus court, mais je préfère me concentrer sur ma bibliothèque physique parce que, vous le savez, j'ai besoin de place. Et du coup, le prochain roman que je possédais dans ma pile à lire physique et qui faisait partie de mes 25 sélectionnés pour le PLIB et qui était le plus court, c'est L'Élixir du bourreau, le premier tome du royaume de Naguère de Isabelle Fabula aux éditions Fleurus, et je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Il est noté à partir de 10 ans, un roman de chevalier qui répand la peur et le suspense comme un poison. Voilà, je vais pas relire plus le résumé, en tout cas il me fait très très envie. Il fait 270 pages, c'est écrit. Pas forcément très très gros mais assez aéré, je pense que ça devrait se lire vite, et voilà, du coup ce sera... C'est ma prochaine lecture en attendant le premier volume de Kayla Marshall qui devrait arriver cette semaine, mais je ne sais pas quand, sachant que demain c'est férié, je ne travaille pas. Les heures que je suis censée faire le jeudi ont été réparties sur mes journées du mardi, vendredi et samedi, donc je ne travaille pas non plus jeudi, ce qui fait que je vais avoir 2 jours entiers à lire. Donc il est probable que je le termine et que j'en commence un autre, voire un troisième. Voilà. Au bout d'un moment, je vais me retrouver un peu coincée, hein. Je vais devoir sortir d'autres romans courts de ma pile à lire et qui ne seront pas forcément au niveau du PLIB, quoique je peux me concentrer sur les romans du PLIB parce que j'en ai quand même pas mal en version numérique. Donc même s'ils sont un peu plus longs, éventuellement ça peut le faire, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vais aller travailler et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée pour vous dire où j'en suis dans ma lecture et puis si je l'apprécie ou pas. On est mercredi, il est 21h39. Finalement, je ne vous ai pas repris hier. J'ai fait plein de trucs, j'ai énormément bossé et j'ai pas lu. Mais alors pas une seule ligne. Du coup, voilà, hier j'ai plutôt traîné sur mon téléphone à regarder des vidéos sur YouTube ou ce genre de choses, donc j'ai pas du tout lu. Par contre, aujourd'hui, j'ai lu L'Élixir du bourreau, je ne l'ai pas terminé. Mais j'ai dépassé la moitié, je ne sais pas exactement à combien j'en suis au niveau du pourcentage. Je suis à la page 163 sur 270. Donc voilà, il me reste 110 pages à peu près, un peu moins de 110 pages. J'adore. J'adore cette histoire, c'est trop bien. Alors, j'ai juste un petit problème, mais je vous en reparle après. On est sur un roman qui se déroule dans un pays, je ne sais pas lequel, un pays vraisemblablement imaginaire, ce n'est pas la France, mais on est sur un roman médiéval. Voilà, ça se passe au temps des chevaliers, on a le roi qui s'appelle Frédéric de Naguère, qui invite sa sœur, la comtesse de Cocquerico, avec son fils, à venir vivre chez lui parce que le mari de sa sœur est décédé d'un accident de chasse il y a peu de temps, et sa sœur a énormément de mal à tenir les rênes de son comté, donc elle décide de venir passer quelque temps chez son frère, qui a un fils qui s'appelle Godric, donc c'est le prince Godric. Ce n'est pas l'héritier puisqu'il a 2 frères aînés et une sœur cadette, mais il a le même âge que son cousin Richard, qui est donc le comte de Cocquerico. Ils ont 12 ans. On va suivre
principalement Godric, bien qu'on voit souvent Richard quand même, mais on va suivre principalement Godric dans ses aventures un petit peu au château, jusqu'au jour où on a une servante qui va être assassinée, empoisonnée, et puis un autre meurtre va s'en suivre, un autre meurtre encore va s'en suivre, et en fait on va essayer de démêler qui fait tout ça, qui tue ces gens, pourquoi, etc. C'est tout simplement une enquête en fait. Et alors mon problème c'est que ce roman fait partie des présélectionnés pour le PLIB, et vous savez que les romans sélectionnés pour le PLIB sont forcément des romans de SFFF. Et pour l'instant, je suis arrivée à plus de la moitié, et je n'ai pas trouvé de science-fiction, de fantasy ou de fantastique dans ce roman. Il n'y a pas une once de magie ou un élément étrange, si ce n'est peut-être le fait que ça se passe dans un pays totalement inventé, mais je suis pas sûre qu'on puisse considérer ça comme étant un élément de SFFF. Donc je trouve ça un peu étrange. Alors j'espère du coup que d'ici la fin du roman, va y avoir ce fameux élément. Sinon, je vais avoir du mal à comprendre pourquoi ce roman se retrouve dans cette présélection. Et encore plus du fait que je l'avais mis dans mes 25 sélectionnés, moi perso. Donc voilà, je sais pas, je ne sais pas. On verra si d'ici la fin du roman, il y a un petit élément magique, entre guillemets, qui fait que ce roman a sa place dans les présélectionnés du PLIB. En attendant, j'adore le style. On est sur un style vraiment adapté en fait à l'époque, c'est-à-dire que l'autrice, donc Isabelle Fabula, nous parle avec des mots qui datent du Moyen-Âge, en fait, tout simplement. On a des expressions qui datent du Moyen-Âge, on a les noms, je vous l'ai dit aussi, on a un soldat qui s'appelle Pépin Gigdouille. Ça me fait mourir de rire. Voilà, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je suis bon public, j'adore ce roman pour l'instant, j'ai très très hâte de retourner à ma lecture, donc je vais pas vous parler très très longtemps. C'est fantastique. On a plein de petites pointes d'humour, on a des personnages hauts en couleur, alors il y a plein de personnages que j'ai envie de baffer. Richard, le comte de Cocorico, rien que ça me fait rire. Richard, donc, qui est donc le cousin du prince du royaume de Naguère, c'est un crétin, c'est un petit garçon arrogant et arrogant, et c'est suffisant. Il est méchant, il est très imbu de lui-même. Je ne supporte pas ce personnage, tout comme je ne supporte pas le premier ministre qui s'appelle Grand Orgueil. Je le trouve un petit peu trop orgueilleux. Voilà, pareil, il pète plus haut que son derrière. Et pareil pour comment il s'appelle Port-Ployet, qui est l'intendant ou quelque chose comme ça, qui pareil lui, et donc le problème de Port-Ployet, c'est que non seulement c'est un crétin, mais en plus c'est le père du meilleur ami de Richard, qui lui aussi forcément est un crétin. Voilà, il y a plein de personnages qui sont très très détestables, qui essayent de mettre les crimes sur le dos du capitaine de la garde, qui lui est un personnage vraiment intéressant que j'aime beaucoup. Et ils veulent tout lui mettre dessus, en fait. Ils essaient de trouver des indices, tout ça, de façon à lui faire porter le chapeau. Bon, pour moi, ça paraît évident que c'est pas lui le coupable. J'ai pas vraiment de soupçons parce que je me dis qu'il y a des ficelles tellement grosses. Après, c'est pour les enfants à partir de 10 ans. Hein, donc, ça se trouve, les ficelles sont grosses et ce sera effectivement ça. Mais je me dis qu'il y a peut-être moyen que l'autrice nous surprenne à la fin. On verra comment ça se déroule. En tout cas, j'espère qu'on n'est pas parti sur un truc vraiment très 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 bateau. Je vous dirai ça demain, je pense, parce que il y a moyen que je le finisse ce soir, ou en tout cas je le finirai demain, c'est sûr. Et puis voilà. Donc, L'Élixir du Bourreau, le tome 1 du Royaume de Naguère, d'Isabelle Fabula aux éditions Fleurus. C'est le roman que je suis en train de lire et que je vais probablement terminer ce soir ou demain. Et peut-être que demain ou après-demain, je ne sais pas, je recevrai mon exemplaire de Rebecca Keane, non, n'importe quoi. Kayla Marshall, c'est de l'urban fantasy les deux, alors forcément je me mélange un peu. Et puis c'est par une autrice française. Bref, il y a des métamorphes, voilà, bon. Peu importe. Et donc voilà, donc j'espère que je recevrai bientôt, peut-être pas demain, peut-être vendredi. J'ai ma Favorite qui devrait aussi pas tarder à arriver. J'ai reçu le mail me confirmant qu'elle avait été expédiée. Pas sûr que je la reçoive cette semaine, peut-être la semaine prochaine, début de semaine prochaine, on verra. Je sais déjà quel roman se trouve à l'intérieur, j'ai très très hâte de le recevoir, même si ce ne sera pas forcément une priorité dans mes lectures.
Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, j'ai lu un petit peu quand même. J'ai lu un petit peu, j'ai lu 160 pages puisque je l'avais pas commencé hier le roman, je l'ai commencé ce matin. Donc j'ai quand même lu déjà 160 pages. Et puis on a déplacé les fameux cartons de livres qui étaient à la cave et à cause desquels, vous savez que Kayla Marshall a beaucoup souffert. Vous avez vu l'état du bouquin à la fin du vlog de la semaine dernière. C'est tragique ce qui lui est arrivé à ce roman. Je suis dépitée. D'autant plus qu'il était dédicacé. Du coup, avec mon chéri, on a décidé que pour prévenir les éventuelles fuites, puisque en fait mes cartons étaient situés, c'était un peu débile de ma part aussi, mais ils étaient situés sous un tuyau, qui évidemment a fui, parce que sinon c'est pas drôle. On a déplacé tous les cartons qui étaient à la cave au garage, on a mis ces cartons sur une table basse, ce qui fait qu'ils sont en plus surélevés, parce que le garage est parfois inondé, alors il était hors de question. C'est pour ça que je les avais mis à la cave au départ, les cartons, parce qu'il était hors de question que je les laisse par terre dans le garage, sachant que le garage pouvait être parfois inondé. Quand il pleut vraiment fort, notre garage peut parfois être inondé. Mais là, comme on l'a mis sur une table surélevée, normalement, ça devrait pas se reproduire, ce genre d'incident, j'espère. Vous allez voir, je vais me porter la poisse et on va avoir de nouveau un truc. Bref. Voilà. Donc on a fait ça aujourd'hui. Ça m'a fait sortir un petit peu de la maison, un peu bouger, quoi. C'est bien aussi parce que rester toute la journée enfermée, c'est pas forcément super agréable, quoi. Donc voilà. Je vais retourner à ma lecture de l'élixir du bourreau, qui est le nom du poison qui a été employé pour assassiner la servante. Et puis je vous retrouverai demain du coup pour vous dire ce que j'ai pensé au final de ma lecture. Et voilà, c'est tout. On est jeudi, il est 9h43 et je vous reprends pour vous donner mon avis final sur le premier tome du Royaume de Naguère, l'élixir du bourreau d'Isabelle Fabula aux éditions Fleurus. J'ai adoré ma lecture. Je ne vais pas revenir en détail sur les différents éléments et les différentes notes que j'ai mis aux différents éléments dans ma notation. Je lui ai mis au final 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. C'était une vraiment très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture puisque comme on est sur un récit qui se déroule au Moyen-Âge, on a un style pompeux en fait et ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup rire. Je vais vous lire le prologue. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce à quoi ça ressemble. À la comtesse Clotilde de Cocorico, princesse de Naguère, très chère et très aimée sœur. J'ai bien reçu votre lettre m'expliquant les difficultés qui sont les vôtres depuis le trépas prématuré de mon beau-frère Philippe, comte de Cocorico, votre époux. Valeureux comme il l'était, cela paraît inconcevable qu'un simple accident de chasse ait eu raison de lui une semaine après son retour d'une glorieuse campagne militaire. Cela est d'autant plus triste que ce malheur arrive juste après cette terrible maladie qui faillit vous emporter l'an dernier. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables et nous ne pouvons que nous incliner. Ainsi, vous retrouvant seul à la tête de votre comté, les ennuis se sont accumulés au-dessus de vous comme nuages de grêle. Vous avez nommé capitaine de votre garde le sieur Gabji, un homme qu'on dit feignant, soulard et brutal avec le peuple. J'ai ouï dire que votre époux voulait le chasser, mais que malgré cela, vous l'avez gardé. Vous avez dû faire face à de nouvelles dépenses et avez décrété de nouveaux impôts. Tout cela a fait germer la graine de la colère chez les habitants de votre comté. Pour dire le vrai, j'ai eu connaissance de vos problèmes bien longtemps avant votre lettre. En effet, moult plaintes me sont parvenues et plusieurs de vos gens sont venus jusqu'en mon château de Crenley faire état de leurs griefs. Devant l'ampleur du phénomène et les dangers qui vous menacent, vous me demandez aujourd'hui une aide armée. A donc le peuple gronde d'avoir été tondu comme troupeau de moutons plusieurs fois cette année, malgré nos lois qui l'interdisent formellement. Je comprends vos soucis et vos besoins, ma sœur. Cependant, il n'est jamais bon de taxer sans relâche les pauvres gens et de les réduire à ronger des racines. J'ai grande conviction que vous avez agi pour le bien de tous, mais allez faire comprendre cela au peuple. À ce qu'il semble, et pour parler franc, tous vos tracas viennent du fait que, malgré toutes vos qualités connues et louées dans tout le royaume, vous ne pouvez gérer un si vaste comté, isolé et seul comme vous l'êtes. Mon très cher neveu Richard possède, à n'en pas douter, toutes les qualités requises, mais à 12 ans, il est encore bien jeune et ne pourra prétendre gouverner ces terres avant plusieurs années. Bon conseil vaut souvent mieux que lever d'armée, et voici le mien. Très chère sœur, avant de recourir à la force des armes qui causera mort et malheur, ne serait-il point judicieux de renvoyer ce capitaine détesté de tous et de nommer un régisseur pour s'occuper de vos affaires? Ainsi le comté de Cocorico, qui en tout temps fut terre de prospérité et peuple de bonne volonté, retrouvera la paix sans avoir besoin de verser le sang. Si cela n'était pas mon intime conviction, croyez bien, ma sœur, que je n'hésiterai pas une seconde à rassembler mes armées pour venir vous secourir dans l'instant. Je songe à messire le baron de Bienséant, qui fut trésorier des Cocorico durant 30 ans et dont la rigueur n'a d'égal que l'honnêteté. Je lui écris ce jour même pour lui enjoindre d'oublier sa retraite et de reprendre son poste. Et pendant qu'il remettra de l'ordre dans le comté, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour venir quelque temps à Crenley? Avec Richard, cela va sans dire. Nous avons tous hâte de voir quel grand et beau garçon il est aujourd'hui. À ne rien vous cacher, mon fils, le prince Godric, qui a lui aussi 12 ans, trépigne déjà d'impatience.
Ainsi c'est chose conclue entre vous et moi, très chère sœur, et il me tarde qu'un guetteur du château vienne me prévenir de votre arrivée. Je forme le souhait que votre santé soit désormais pleine et entière, que Dieu vous ait en sa sainte garde, Frédéric, roi de Naguère. Voilà, et tout le roman est comme ça, hein, très très pompeux, c'est moyenâgeux, voilà, c'est comme ça qu'il parlait à l'époque, donc c'est logique, moi ça m'a vraiment énormément plu, j'ai adoré. Il y a plein de petites touches d'humour qui m'ont fait mourir de rire. C'est un roman à partir de 10 ans, ben voilà, j'ai 10 ans, c'est comme ça. J'ai vraiment énormément aimé. L'histoire est sympa, c'est pas hyper complexe, hein, voilà, c'est pour les enfants, donc c'est pas forcément très compliqué. J'ai été surprise par le dénouement et par la fin, par la révélation du meurtrier, puisque dans cette histoire, qui se déroule donc au Moyen-Âge, dans un pays inventé, vraisemblablement, on a affaire à différentes morts. Voilà, il y a des gens qui commencent à mourir, on ne sait pas pourquoi. On apprend comment, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui les tue. Et toute l'histoire, ça va être de trouver qui est le fameux bourreau, puisque l'arme qui est utilisée, c'est un poison qui s'appelle l'élixir du bourreau. Voilà, donc j'ai été surprise par la fin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette personne qui soit responsable de toutes ces morts. J'ai vraiment aimé, voilà, j'ai vraiment adoré, je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'était drôle, le style était chouette, les personnages étaient sympas, il y en a quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, en termes de quantité, d'équilibre au niveau de la balance par rapport à la quantité de personnages, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont pas sympas. Le comte Richard qui est un petit morveux hyper... hyper imbu de lui-même et très méchant, mauvais avec les gens qui ont une condition inférieure à la sienne. Et puis le Premier ministre, et puis je crois que c'est l'intendant aussi, ceux-là pareil, ils sont très imbus d'eux-mêmes et très orgueilleux. D'ailleurs, le Premier ministre, je crois que je vous l'ai déjà dit, s'appelle Grand Orgueil. Voilà. Et les noms des gens, les petites notes humoristiques, voilà, j'ai vraiment adoré. Mon problème avec ce roman, et je vous l'ai dit hier et je vais le redire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas eu l'impression de lire un roman de SFFF. Alors, j'y ai quand même réfléchi parce que je me suis dit, bon, je vais quand même pas dire ça alors qu'il est dans les présélectionnés du PLIB, donc il fait forcément partie du genre SFFF. Il est classé en fantasy et effectivement, ça peut entrer dans la fantasy dans le sens où on a affaire à un royaume totalement inventé, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un endroit qui n'existe pas, l'autrice a totalement inventé ce royaume. En dehors de ça, tout le reste est probable, tout le reste peut avoir existé. On a un roi, alors les noms des personnages, on va passer outre, mais on a un roi avec ses fils qui sont les princes, le prince héritier, on a une série de meurtres perpétrés avec un poison qui vraisemblablement a été créé par un alchimiste, ce qui pourrait éventuellement constituer un élément de SFFF, mais apparemment l'alchimiste utilise quand même des produits naturels pour créer ses poisons, donc ça s'équilibre. Et même si le royaume dans lequel on vit, donc le royaume de Naguère, est totalement inventé, on y fait quand même allusion au pays France, au pays Espagne, du coup on a quand même une certaine familiarité malgré tout. Pour moi c'est un petit peu léger pour qualifier ce roman de SFFF. Ça n'enlève absolument rien au fait que je l'ai adoré, ça n'a pas du tout joué dans ma notation puisque j'ai noté le roman en tant que tel et pas en tant que roman de SFFF. Donc ça n'a absolument pas joué sur ma notation, mais je m'interroge quant à la pertinence de sa présence dans le PLIB. Voilà. Alors après, je viens de le lire seulement maintenant, et vous savez que j'ai déjà fait ma sélection des 25. Il est dedans, puisqu'il était déjà dans ma pile à lire depuis un certain temps. Donc voilà, on verra comment ça se passe pour la suite. Et puis, en tout cas, je vous le conseille vraiment, c'était super sympa. J'ai repris mon cheminement de pensée en me disant que j'allais lire les 25 sélectionnés que j'avais choisis dans l'ordre du plus petit au plus grand, et il y en a un que j'avais zappé parce que c'était un livre numérique en fait, et je vous avais dit que je voulais prioriser ma palle physique, et en fin de compte je me dis allez, il fait 226 pages je crois, donc je vais quand même lire le roman numérique qui est du coup plus court que l'élixir du bourreau. C'est Le Drakkar éternel d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Voilà. Donc on est sur un récit avec des vikings vraisemblablement, et je n'en sais pas plus. Estelle Faye, c'est une autrice qui est très appréciée, elle pèse un peu dans le game de la SFFF française, donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. 226 pages, ça devrait pas me prendre très longtemps, je pense que je peux le lire en une journée, mais bon, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui aussi, donc voilà, je vais pas relire le résumé, c'est une histoire normalement de SFFF, avec des vikings, et c'est tout, et puis je vous dirai
ce que j'en pense au fur et à mesure de ma lecture, ou bien à la fin si je l'ai dévoré d'une traite. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser pour l'instant, je vais aller me faire un café, enfin récupérer mon café parce qu'il a déjà coulé, et puis faire 2-3 petits trucs pour le boulot, même si normalement je suis pas censée bosser aujourd'hui, mais bon, j'ai 2-3 petits trucs à faire, finaliser, juste pour être sûre que tout est bien ok pour demain quand je retournerai au travail, et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard, normalement, pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. On est vendredi, il est 19h36, je vais pas vous prendre très très longtemps, je vous filme sur mon téléphone. J'ai mon chéri qui est parti chercher à manger et qui va revenir avec son frère. En fait, on a mon beau-frère qui va venir passer de nuit chez nous. Il s'est fait mal au pied, il est un peu tout seul chez lui, il est un peu désespéré, donc on va l'accueillir pour pas qu'il se retrouve complètement isolé, le pauvre. Voilà, donc je vais pas énormément vlogger du coup demain, pas plus que ce soir, peut-être dimanche un peu plus, mais rien n'est sûr parce qu'il faudra que je monte tout ce vlog. J'ai commencé hier le Drakkar éternel que je vous remettrai par ici, parce que je l'ai pas sous la main, mais j'ai lu juste le prologue. Et c'était très court, donc voilà, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, si ce n'est que d'après ce que j'ai lu, on est sur un récit, donc on est sur de la jeunesse, hein, avec un enfant, un jeune ado, peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, qui a une meilleure amie depuis l'enfance, et du jour au lendemain, cette meilleure amie disparaît, et il semblerait que cette meilleure amie, en fait, ne venait peut-être pas de notre monde, ou en tout cas pas de notre époque, et qu'elle serait peut-être retournée à son époque, puisqu'elle serait viking, d'après le titre et d'après l'ambiance générale que suggère le roman. Je n'en sais pas plus, en tout cas le prologue me plaît bien, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, donc bon, en même temps Estelle Faye a une plume absolument fantastique, donc voilà, ça me paraissait logique. Je vais pas vous retenir plus longtemps, j'ai bossé toute la journée, là je vais faire un petit peu de rangement avant que les deux zigotos y reviennent là. Et puis j'essaierai de vous reprendre très rapidement demain si j'ai réussi à avancer dans mon bouquin pour vous dire où j'en suis et ce que j'en pense. Et je n'ai toujours pas reçu ni Kayla Marshall, ni The Bone Season, qui est sorti hier, me semble-t-il. Et que je devrais recevoir normalement bientôt, puisque mon colis est parti hier. Donc, oui forcément, il est sorti hier, donc il est parti hier, puisque c'était une précommande. Donc c'est bien ça. Donc normalement, je devrais recevoir The Bone Season bientôt. J'ai ma Fairy Loot aussi, qui devrait pas tarder à arriver, et Kayla Marshall. Donc trois colis en route vers la maison, sachant que de toute façon la Fairy Loot, même si je la reçois, je vous la montrerai, mais je la déballerai pas ici, puisque vous savez que j'aime bien faire une vidéo dédiée à l'unboxing de la Fairy Loot. Et puis par contre, bah, je vous montrerai Kayla Marshall et The Bone Season quand je les aurai reçus. Et j'ai très très hâte, surtout Kayla Marshall, parce que je vous avoue que là, maintenant que je sais que je ne peux plus le lire, ce roman, parce que je ne l'ai plus, ah, ça m'énerve. Voilà, donc j'ai très très hâte de le recevoir. Je vous laisse. Et je vous retrouverai demain, du coup, pour la suite de ce vlog. On est dimanche, il est 21h46. Alors, je vous ai pas pris hier, parce que, je vous l'ai dit, hein, j'avais mon beau-frère à la maison, et voilà, j'ai bossé jusqu'à 16h30, ensuite je suis rentrée, on a fait des trucs tous les trois, donc voilà, j'ai pas vraiment pu vlogger hier, j'ai pas non plus lu une seule ligne de mon roman, mais je l'ai terminé aujourd'hui, c'est pour ça que je vous reprends si tard en fait. J'ai fini du coup le Drakkar éternel d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Alors je vais poser ça, je vais éteindre ma liseuse. Alors, que vous dire de l'histoire? On est dans un récit fantastique dans lequel on va suivre Maël, qui est un ado, et son amie, sa meilleure amie qui s'appelle Astrid. Ils sont en 4e tous les deux, donc ils ont 14 ans à peu près. Maël, c'est un peu la tête de turc à l'école, il est harcelé. À l'école, il se définit lui-même comme étant un geek. Ça lui pose absolument pas de problème, mais il est harcelé à l'école. Et ça, c'est un problème, bien évidemment. Mais heureusement, Astrid est là, qui veille toujours sur lui depuis l'école maternelle, qui n'hésite pas à s'attirer des problèmes pour sauver son pote, quoi. Donc, bon. Ils ont une très jolie relation tous les deux. Et un beau jour, ils décident de partir en mer. Ils ont un petit bateau sur lequel ils aiment bien naviguer tous les deux. Et ils se retrouvent pris dans un genre de brouillard qui va les emmener à l'époque des Vikings, dans une aventure un petit peu particulière parce que on a l'impression qu'ils sont à l'époque des Vikings. En fait, ils y sont pas réellement. Ils vont se retrouver coincés dans le lieu d'une malédiction, en fait, il y a plusieurs années, enfin plusieurs centaines d'années, à l'époque des Vikings justement, une sorcière ou un sorcier, on ne sait pas, a jeté une malédiction sur le Drakkar et tous ses occupants.
ce qui fait qu'ils sont coincés en fait dans cette espèce de temporalité située entre deux mondes, on va dire. Et pour peut-être rentrer chez eux à leur époque, Maël et Astrid vont devoir essayer de rompre cette malédiction. Voilà, donc on va être embarqué dans toute cette mythologie nordique avec les dieux. On va parler d'Asgard, d'Odin, de Loki, de Thor un petit peu, mais très très peu. De Midgard, de comment ça s'appelle, Jotunheim, enfin vraiment tous les tous les trucs dont vous pouvez avoir entendu parler concernant la mythologie nordique, et ben on va les retrouver ici, et franchement ça m'a beaucoup plu. Par contre, alors c'est un roman qui est très jeunesse, hein, à partir de 12 ans, c'est très très accessible. J'ai pas non plus été hyper emballée, je vous avoue que même si le roman a été très très vite lu, parce qu'en version numérique il fait 138 pages, en version papier il est à 226 pages je crois. Bon, il y a une différence, au final le texte est le même, hein, mais je sais pas comment s'explique cette différence, c'est comme ça. Ça s'est lu très très vite, mais j'ai pas forcément hyper kiffé ma lecture, j'ai passé un bon moment, mais j'aurais préféré lire autre chose en fait, voilà. Sans considérer que j'ai particulièrement perdu mon temps, c'était pas une lecture vraiment indispensable. Elle faisait partie de mes 25 sélectionnées pour le PLIB parce qu'elle était dans ma wishlist, parce que voilà, c'est Estelle Faye, et puis je trouve que cet univers viking et toute cette mythologie nordique, c'est relativement rarement abordé pour l'instant dans la littérature jeunesse en tout cas. Du coup, voilà, je me disais que c'était l'occasion. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'on apprend quand même pas mal de choses sur la mythologie nordique. Mais je sais pas, j'ai trouvé que voilà, ça avait pas forcément beaucoup de substance au-delà de quasiment ce catalogue en fait d'explications des dieux, des différents mondes, puisque dans la mythologie nordique on a cette croyance selon laquelle l'univers est divisé en 9 mondes. Voilà, au final j'ai mis 15, donc c'était quand même une bonne lecture, 15 c'est une bonne note, hein, mais voilà, c'est pas forcément une lecture qui va me marquer et dont je me souviendrai. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que, comme dit, il était dans ma wishlist depuis sa sortie, donc ça c'est fait, on va dire. Je suis contente parce que du coup c'était ma quatrième, je crois que c'est ça, ma quatrième lecture pour le PLIB, enfin, en tout cas, de mes 25 sélectionnés. Comme je vous l'ai déjà dit, la liste définitive des 25 sélectionnés sera annoncée le 21. Je crois que les votes, c'était jusqu'à aujourd'hui, il me semble. Moi, j'avais voté très très tôt, puisque j'avais déjà relativement tôt préparé ma liste. Du coup, maintenant, oui, parce que je vous ai pas pris hier, donc je n'ai pas pu vous dire si j'avais reçu des trucs ou pas. J'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu Kayla Marshall et je n'ai pas non plus reçu ma Fairy Loot. Et j'ai découvert, ce qui m'a rendu chèvre, que The Bone Season n'arriverait pas avant jeudi prochain. Je ne sais pas comment c'est possible. Bref, j'espère que qu'il va arriver plus tôt que prévu, même si pour l'instant c'est pas forcément un titre que je vais lire en priorité. Mais voilà, j'ai quand même envie de la voir. Tout le monde l'a reçu sauf moi, je suis triste. Du coup, en attendant de recevoir Kayla Marshall, peut-être demain, j'espère, je vais croiser les doigts pour qu'il arrive demain. Du coup, j'ai repris ma liste de mes 25 sélectionnés en la triant du plus court au plus long. Il y en a 3 pour l'instant que j'ai dû sauter parce que je ne les ai pas, ni en physique ni en numérique. Et du coup je suis passée à celui d'après, qui est un livre que j'ai en version physique, donc je suis contente, et c'est une autrice que j'adore. C'est Le Collège Maléfique, le premier tome, qui s'appelle Le Marche-Rêve, pardon. C'est écrit par Cassandra O'Donnell, c'est l'autrice de Rebecca Keane. Vous savez que j'adore cette série, j'adore cette autrice, elle est géniale. C'est chez Flammarion Jeunesse et on est sur un roman encore jeunesse justement. J'ai pas envie de relire le résumé, c'est un roman qui est relativement court, je crois qu'il fait 300... il fait quand même presque 400 pages. Non, attendez, j'ai mal lu. C'était un 0, c'était pas un 8. J'ai cru que c'était un 8, mais en fait c'est un 0. Donc voilà, donc il fait 300 pages, un peu plus de 300 pages, et c'est écrit très très gros. C'est écrit très aéré, et en plus j'ai découvert que on avait des pleines pages d'illustrations. Donc ça c'est trop cool. Il est 21h53, je pense que je vais peut-être le commencer ce soir, et puis je vous en dirai un peu plus demain, du coup je pourrai vous dire un petit peu de quoi ça parle, ce que j'en pense pour l'instant. Et voilà, ce que je vais faire là, c'est que je vais clôturer ce vlog. J'ai déjà monté toutes les séquences que j'ai filmées dans la semaine, il me reste plus que ce petit morceau là à monter. Mais je ferai ça rapidement demain matin et je lancerai le chargement sur YouTube demain matin. Comme ça, vous aurez la vidéo demain, c'est sûr.
pas tout de suite demain matin, mais vous l'aurez demain. Mais là, du coup, je vais surtout me concentrer sur ma lecture. Écoutez, je suis trop ravie. Cette semaine, j'ai lu, mais alors un truc de dingue, quoi. J'ai lu 4 romans. J'ai lu Ceux des limbes, La boutique extraordinaire de Nicodème, Le royaume de Naguère et Le Drakkar éternel. C'est ouf, c'est juste ouf. Je suis trop contente. Franchement, là, record. Record de reading vlog. C'était, voilà, même si j'ai pas vlogué hier, au final, c'est plutôt cool. Je suis fière de moi. Voilà, je vous laisse. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous retrouve pour moi dès demain et pour vous la semaine prochaine pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao!